Eh ben, on revient de Rivendell là avec mon pote Catariel que vous connaissez. On était de passage et puis on s'est dit tiens on va aller dans une ludothèque se louer un jeu ou faire des trucs pour s'occuper en attendant. Que dalle. Donc du coup on voit un groupe d'elfes là occupés, on va les voir. Et puis on se dit qu'est-ce que vous faites et tout. Puis jouer au Lego. Ah j'ai dit tiens pourquoi pas, on va jouer au Lego et puis on va faire des constructions elfiques. Et puis on joue au Lego, puis à un moment donné, au bout d'une heure, on s'est vachement lassé parce que bon, jouer au Lego, comme quoi, jouer au Lego lasse. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, une blague à 3 balles. Ah oui, 3 balles parce qu'il y a eu l'inflation, donc ça a augmenté parce qu'avant c'était 2 balles. Donc du coup, on en revient à cette vidéo dont le titre est le mode solo que vous attendiez. Je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient ce mode solo. Donc du coup, bah tiens, je tiens à remercier tout d'abord Guillaume qui m'a traduit les cartes pour m'avancer le boulot, donc merci à lui. Pour information, j'ai bossé sur des différents modes solo, mais il n'y avait que en version anglaise. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de fusionner des modes pour essayer d'en tirer la substantifique moelle elfique, de façon à essayer d'avoir quelque chose d'à peu près potable. J'ai vu des modes solo avec des conditions, des graphiques, des machin. Oh là là, j'ai là, tu vas passer 36 ans à dire et si lui fait ça, moi je fais ça. Bon, voilà, on a tout stoppé et je suis tombé sur un deck de cartes qui sert d'IA de JP Plate de Board Game Geek, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est JP Plate. Donc, qui lui a sorti un deck solo en anglais qui a été traduit par Guillaume. Et il y avait un mix avec la chaîne YouTube anglaise Solo Gamers Club dont j'ai tiré certains tableaux. Alors étonnamment, j'avais déjà dans l'idée de créer un deck d'IA où l'IA faisait des correspondances par rapport à des actions. Et tout ça, il a fallu réadapter, fusionner, rajouter des éléments, etc. Parce que des fois, il y a des chose dans le jeu, comme c'est un jeu qui est assez complexe dans son ensemble, il a fallu penser à beaucoup de trucs, de réactions. Donc du coup, j'ai quand même réussi à sortir une première mouture qui est une version bêta V1.0. Après, bien sûr, je compte sur la communauté pour me faire des retours quand ils testent. Parce que, voilà, après, on ne pense pas à tout. Mais déjà là, il y a vraiment un bon socle pour faire évoluer. J'ai pas testé, j'ai testé dans ma tête, imaginer des situations, mais je pense que ça peut tourner, et à savoir que ces modes solo ont été testés en amont. J'ai repris, j'ai fusionné, j'ai modifié, j'ai adapté, et je vous ponds en français ce mode-là. Alors, je vais vous le présenter dans sa façon théorique. Ensuite, on va passer sur la table de jeu, je vous montrerai les cartes et le fonctionnement. Et ensuite, on fera une conclusion. Et plus tard, dès que j'aurai bien appréhendé les règles, parce que je m'en tape des vidéos là sur les règles et sur du gameplay, eh ben, on fera une partie crash test du mode solo, parce que rien ne vaut la pratique. Et de votre côté, si vous pouvez pratiquer aussi. Donc du coup, là, on va passer sur l'ordinateur. Je vais vous montrer la conception. J'ai amélioré le graphique, etc. Et ensuite, on repassera sur la table. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur de façon à vous présenter un petit peu le travail. Donc c'est un mode solo qui fait 4 pages. Alors je l'ai nommé l'ombre du Mordor. Je dis tiens c'est sympa, voilà, qui va symboliser le joueur fantôme, d'où l'ombre. Donc là je fais une petite introduction, j'explique un petit peu. On aura besoin d'un certain nombre de matériel, pas grand chose. Les D6 ils sont dans la boîte, le D10 on en prendra un, et bien sûr les 5 fichiers PDF livrés avec ce pack
qui vont vous permettre justement de jouer l'IA. Alors, on aura des restrictions forcément parce que le jeu est lourd et pour alléger le jeu, donc j'ai mis une certaine limite au niveau des cartes événements en main pour le joueur humain et pour l'ombre du Mordor. Donc vous aurez 4 on va dire cartes événements en main, donc les cartes événements stratégie et personnages officiels, parce qu'autrement il y a tellement de cartes à gérer, autrement ça risque d'être un petit peu le why. Donc du coup on va aussi shooter les cartes serviteurs de l'ombre, le roi sorcier Saruman et la bouche de Sauron, on va les mettre de côté, on ne va pas les utiliser, on les remplacera par leurs dés, si toutefois il y a des cartes qui disent de mettre en jeu Saruman, ben, au lieu de mettre la carte on mettra son dé simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oui, au niveau des anneaux elfiques, alors j'ai dit, il y a peut-être 2 choix. Soit on les utilise pas du tout, soit on les utilise, mais à notre faveur, et ils ne vont pas dans le pool, on va dire, dans la piste de Sauron pour qu'il les réutilise. Ça devenait compliqué parce que logiquement, les anneaux elfiques, eh ben, on change la face du dé de façon à nous avantager, mais là, changer la face du dé du joueur de l'IA, c'est un peu compliqué. Du coup, par contre, les règles officielles, eh ben, rien ne vous empêchera de les utiliser. Tout simplement, si vous avez vraiment envie de jouer les cartes personnages, plus les anneaux elfiques, plus tout ça, ben, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, il y a la mise en place. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Les cartes, au niveau de l'IA, ben, je vous ai mis une petite explication. Alors, on a un peu pavoisé sur l'aspect bleu des actions principales. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai posé la question un peu tard, si ça leur plaisait, mais j'en étais déjà à la conception de la 15e carte, j'aurais dû la poser avant. Et puis bien souvent, on n'a pas les réponses tout de suite, et on a envie d'avancer, bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra tout à l'heure, je vous ai mis le pack complet, si vous avez envie de créer votre propre carte. Donc forcément, vous l'aurez compris, les cartes sont liées à du jeu. Chaque carte correspond à un résultat sur un dé de symbole, dont on verra tout à l'heure l'application, à savoir qu'ici, ben là, nous avons la carte épée, qui est la carte de mémoire, je crois que c'est les actions d'armée, je ne m'en souviens plus, enfin bref, je crois que ça doit être ça. Là, il y a le résumé de l'effet principal, là, il y a l'effet principal, il y a un effet ou un autre, en fonction de ce qui va, comment est-ce qu'on va être positionné la table de jeu, à adapter en fonction bien sûr de la situation. Et là on a des choix secondaires éventuellement qu'on peut appliquer à l'action qui est demandée. Donc le tour de jeu, on va récupérer les dés d'action normalement et on va piocher les cartes événements sous certaines restrictions. On pourra attribuer les dés de la traque, donc l'ombre du Mordor, qui est le nom de l'IA, attribue toujours un dé dans la traque avant le jet de dés d'action. Donc là, c'est le joueur de l'ombre qui décide combien de dés il met dans la traque. Par défaut, il va en mettre un. Ensuite, tu vas voir le jet de dés, il va mettre les résultats en fonction des yeux de Sauron qu'il aura pioché. Ou alors, vous pouvez aléatoirement utiliser ces dés dans la traque, c'est-à-dire que soit vous mettez pas de dés par défaut, vous jetez 2d6 et vous voyez combien il met de dés. Voilà, c'est un peu de l'aléatoire, ça, ce qui est normal. Ensuite, on va jeter les dés d'action et on va appliquer les effets de cartes solo, c'est-à-dire que on va dire le symbole action armée correspond sur le dé à une carte solo qu'on va piocher et qu'on va lire son effet. Et si toutefois ça peut arriver qu'il ne puisse pas s'appliquer ou faire son effet, on la défausse, on pioche une autre, à savoir que les cartes du deck solo que vous défaussez, elles vont revenir en jeu plus tard, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vidé la pile des cartes mobilisation armée par exemple, vous remélangez, vous remettez le deck. Sauf s'il est spécifié qu'il faut définitivement défausser cette carte, ce qui peut arriver notamment sur les pistes politiques où on descend des armées. Voilà. Alors aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cartes du paquet solo, ça je l'ai expliqué maintenant. Tableau d'allocation d'unités. Alors des fois sur des cartes stratégiques, événements, etc., on vous demande de placer des armées. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment les placer, où, quand, comment, enfin
comment alors, bah moi j'ai dit tiens on va prendre un tableau et on va les faire par forteresse et cité, et si toutefois ça s'applique pas forcément là-dessus, bah là il n'y a que les forteresses et cités, et là on va y retrouver aussi les forteresses cités et par moment les villages aussi. Et il faudra adapter le jet en fonction de la carte. Et là j'ai mis des règles diverses que l'on va voir tout à l'heure en pratique, et la conclusion, les crédits, de façon à remercier les gens, hein, notamment JP Platt et la chaîne YouTube Solo Gamers Club, de leur participation de base, hein, à l'origine, hein, les cartes initiales et les règles initiales de ça. Maintenant nous avons les cartes actions. Les cartes actions, donc voilà un exemple, hein. Là si vous avez sur un dé de l'ombre, vous avez une bannière, déplacement d'armée de l'ombre, donc voilà, déplacer deux armées différentes de leur région vers une région adjacente disponible. Choix des armées, ça c'est important, il faudra déplacer une armée de Sauron et une armée de Saruman, et ça va être en fonction de comment sont positionnées les armées sur le plateau de jeu. C'est vous qui aussi allez prendre l'initiative, dire je vais déplacer cette armée, à savoir que l'IA est super agressive, elle est conquérante, donc on va voir quelle armée est plus proche d'une forteresse, d'une autre armée ennemie, etc. Et elle va emprunter le chemin le plus court pour aller se castagner avec les autres. Donc là, il y a quelques cartes. Voilà, ça c'est des déplacements d'armées. Attaquer une armée ennemie dans une région adjacente, si toutefois vous avez une armée de l'ombre qui est positionnée pas loin, ou conduire sortir une forteresse. Voilà, donc les objectifs prioritaires, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'est peu qu'on ait des objectifs quand même de forteresse. Par exemple, si on ne peut pas attaquer une ennemie dans une région adjacente, eh ben, dans ce cas-là, éventuellement, si on n'a aucune armée qui est adjacente à une nation des peuples libres, là on pourra toujours éventuellement, soit on défausse cette carte, on en pioche une autre, soit on prend la décision de se déplacer vers l'armée ennemie la plus proche. Voilà, après je vous laisse on va dire la possibilité si toutefois ce cas-là n'est pas présent sur la table, de prendre l'initiative forcément d'embrayer une action de déplacement. Voilà. Alors là, j'ai marqué quoi? Si l'état en guerre est activé, attaquez l'armée des peuples libres la plus proche. Si plusieurs armées de l'ombre sont en guerre, priorisez les objectifs dans l'ordre suivant. Alors ça sera jamais parfait, ça remplace pas un joueur humain, mais ça peut aider. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, maintenant on va passer à la pratique. Allez, on se retrouve sur la table. J'ai dit que j'allais vous montrer à l'écran le pack créateur, c'est-à-dire que j'ai mis dans le téléchargement de ce fichier l'intégrale de tout ce que vous aurez besoin, aussi bien les cartes que j'ai imprimées et slivées, que éventuellement, si vous avez quelques idées, de pouvoir créer vos propres cartes, les icônes, enfin bref, il y a tout ce que vous avez besoin pour développer vous-même vos cartes, et voilà. Voilà, ça c'était le petit aparté que j'ai oublié de vous montrer sur le PC. Alors là, je vais bien sûr m'aider de mon mode solo. Donc là, vous avez l'intégrale du deck solo. Il y a des paquets qui contiennent plus de cartes, qui est normal, comme celui-ci, qui est le deck d'armée qu'on a vu virtuellement. Donc du coup, je vais essayer de ne pas vous mettre des reflets, ni mettre ma cabouille ici, là, que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà. Et voilà, donc du coup, là, on se retrouve avec ces paquets de cartes qui correspondent chacun à un symbole. Donc là, c'est le symbole. Alors, je ne connais pas entièrement les symboles, donc pour ça, je vais m'aider de la fameuse du tableau des dés d'action. Donc, pour les épées, c'est tout ce qui est personnage et des actions qui en découlent. Pour les armées, ça va être la bannière qu'on va retrouver ici. Pour le casque, ce que j'appelle le casque de Sauron, ça concerne tout ce qui est mobilisation. Au niveau des événements, nous avons le palantir avec l'œil de Sauron à l'intérieur. Et là, nous avons le deck de mobilisation armée.
qui va vous permettre de faire différents choix. Donc c'est tout simple. Hop, là on a ici dans ça, c'est une petite précision hein, parce que vous verrez qu'il y a cette icône là sur la carte. Alors c'est pour vous l'expliquer, c'est que si vous tirez, vous faites un G et vous tombez sur le fameux mobilisation armée qui est là, je le tire à l'envers, c'est pas grave. Voilà, eh ben, vous allez piocher une carte comme ça et vous allez la lire, bien sûr, vous allez tenter d'appliquer son effet. Dans le deck solo, piochez une carte bannière, hein, bannière qui est de mémoire, je m'en souviens plus déjà, tu vois, je perds la mémoire, c'est une carte armée. Donc dans ce cas-là, ben, on nous dit d'aller piocher une carte armée et on applique son effet. Attaquer une ennemie dans une région adjacente ou conduire un siège. Donc voilà, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, si toutefois cette carte ne s'applique pas, eh ben, vous pouvez remplacer ça par se déplacer vers éventuellement, alors je ne sais pas si on peut si ces dés d'action là, je m'en souviens plus au niveau des cartes, si on peut déplacer des armées avec ce jet d'action, déplacer deux armées différentes, voilà, donc oui, effectivement, on peut remplacer, alors ça c'est la petite précision, si l'effet ne s'applique pas, parce qu'il n'y a pas tout le temps des armées qui sont au contact hein, de régions ennemies, donc voilà, donc en gros, on a ces 5 paquets, donc vous l'aurez compris, on va démarrer avec les 7 dés de base, dont un dé va être alloué. Alors, j'ai pas la piste de la track parce qu'il est là à gauche. On va le mettre là pour voir. Donc, on va allouer automatiquement un dé ou alors on va jeter 2 d6. Hein, fournis. Alors, moi, j'ai remplacé les originaux, les dés originaux par des plus gros. Hein. Ben on va pouvoir dire bah tiens est-ce qu'il alloue des dés dans la track, ce qui est une forme de logique, et ensuite on va suivre les règles officielles de track, ça c'est pas un problème. Donc on va commencer par jeter nos dés, on va voir les résultats. Donc là j'ai 2 casques, une bannière, donc là du coup j'ai pas d'œil de Sauron, et quand on va commencer à jouer, donc du coup bah, le joueur des peuples libres, c'est-à-dire, oh je ramasse mes feuilles, le joueur humain, alors vous pourrez jouer en coop aussi, hein, je ne l'ai pas précisé mais c'est précisé dans le fichier, le joueur humain va jeter ses 4 dés, etc., etc. Donc il va dire, admettons, bah, il y en a plus, donc je passe, donc lui va jouer en premier. Alors là, vous allez incarner l'ombre du Mordor, donc vous allez sélectionner un dé quelconque, on s'en fout, hein, finalement, tiens, je vais prendre ce casque qui s'appelle mobilisation et je vais tirer une carte et je vais voir quel va être l'effet de cette carte. Jouez une carte événement stratégie de votre main parce que forcément les cartes stratégie et stratégie personnage vont venir rentrer en jeu mais avec un maximum de 4 cartes en main. Donc là il dit jouez une carte stratégie de votre main, carte événement stratégie de votre main. Donc du coup ben, vous allez voir qu'est-ce qui peut s'appliquer au niveau de la carte. S'il n'y a rien qui s'applique, eh ben, on la défausse et on passe au dé d'après. Voilà, il faut toujours éventuellement trouver une solution. Il n'est pas question de repiocher une carte dans le deck pour faire appliquer son effet. Donc on regarde un petit peu. Hein. Si toutefois aucune carte événement stratégie n'est adaptée à la situation, défaussez cette carte et piochez-en une autre du deck solo. Donc du coup, bah, hop, on la défausse et on la pioche. Alors là, c'est vrai que je ne les ai pas classés parce que c'est la même. Voilà. Et là, on tombe sur une action. Voilà. Recruter des renforts de Nazgûl dans 2 emplacements alliés et libres. Donc du coup, bah, c'est là qu'intervient éventuellement les tables d'allocation d'unités. Hein, voilà. Seulement pour les armées en état de guerre. D'accord? Ce qui veut dire qu'il faut suivre les indications pour définir quelle nation on recrute et dans quelle région utiliser le tableau de localisation. Donc vous voyez là qu'on n'est jamais coincé. Enfin, je ne pense pas qu'on soit coincé avec ce système de cartes. Voilà, sauf qu'effectivement, ça fait beaucoup de cartes. C'est pour ça que j'ai limité à 4 en main par les nations des peuples libres et par l'ombre. Parce qu'autrement, on se retrouve déjà avec 5 cartes. Mais voilà, c'est potentiellement, ça peut être sympa
de pouvoir tester ce mode avec des cartes qui vous indiquent quoi faire. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder quelques règles spécifiques que l'on va retrouver potentiellement dans le jeu. Ça n'englobe pas tous les aspects stratégiques parce que c'est pas évident, parce que des fois on se retrouve sur des cas de figure qui ne sont pas forcément écrits dans les règles. Mais après, il y a une forme d'intelligence de jeu qui dont vous avez, je suppose, qui vous permettront de vite débloquer la situation. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder les règles un petit peu diverses que j'ai potentiellement adaptées, car il y a quelques particularités. Comme je le dis toujours, donc on va devoir affaire à des combats normaux et des combats de siège. Alors, à savoir que l'armée de l'ombre ne bat jamais en retraite. Elle va aller jusqu'au bout et elle ne se retirera jamais pour combattre, assiéger une forteresse, etc. Comme stipulé dans les règles officielles de siège, elle peut sacrifier, enfin là c'est pas qu'elle peut sacrifier une unité pour continuer le siège, c'est qu'elle devra sacrifier une unité pour continuer le siège. On va symboliser cette IA agressive et bien sûr il faudra se référer aux règles de siège qui peuvent être, on va dire potentiellement ici un exemple où on va, admettons pour une action, attaquer. Alors là on est au gouffre de Helm. Alors c'est ce que je disais dans une ancienne vidéo sur le jeu au niveau des pimps, qu'à un moment donné si on se retrouve avec 10 unités et qu'on a notre joli petit gouffre de Helm qui est là, ça va gêner. Donc du coup on va l'enlever et on va mettre voilà, nos unités bien au chaud dans le gouffre de Helm qui va nous permettre de se défendre. Alors là éventuellement je peux le mettre, mais admettons que celle-ci assiège le gouffre de Helm là, là elle va attaquer selon les règles normales de combat, mais comme je le disais, elle devra pour continuer le siège sacrifier une unité, hein, comme je l'ai dit, et de préférence en premier les unités d'élite. Donc on va la remplacer par une unité de base et continuer le combat. Et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai pas trouvé d'autre solution parce qu'après on joue en mode schizo. Mais là on va dire qu'avec une IA agressive ça se passe plutôt pas mal. Alors en combat normal on va dire que cette unité d'armée attaque le Rohan. Voilà, hop. En combat normal, quand il y a des pertes du côté de l'IA, de l'ombre, on doit supprimer en priorité les unités d'élite et les remplacer par des unités régulières. Voilà, en premier. À savoir que si, à l'inverse, cette unité a pris possession du gouffre de Helm avec ces unités-là, admettons. Voilà, vous voyez déjà, ça fait un paxon de figurines. Donc mon gouffre de Helm, il est un peu à l'ouest. Et qui est attaqué par cette unité-là, donc qui est potentiellement qui est assiégée. J'ai spécifié que son caractère belliqueux la fera toujours sortir de sa forteresse pour combattre les assiégeants des peuples libres. Par contre, pour rester dans on va dire dans une réalité de combat, j'ai indiqué que les unités de l'ombre dans une cité ou une forteresse, il se peut que par un effet de carte, un effet d'action ou un siège, elles pourront, comme on l'a vu tout à l'heure sur une des cartes, établir un siège ou sortir d'un siège. Mais pour éviter de quitter totalement la forteresse et de la laisser libre, admettons pour d'autres unités qui peuvent venir prendre la forteresse parce qu'ils se sont barrés, ou peu importe ce qui peut se passer, à condition qu'ils ne soient pas dans la même région, dans ce cas-là, on va regarder combien on a d'unités présentes dans la forteresse. Hein, par exemple, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça tombe bien, c'est un nombre impair. Dans ce cas-là, je dis que la moitié de ces armées présentes là va sortir pour faire
ce qu'on appelle une sortie de siège. C'est-à-dire qu'il y en a 4. Là, on a 1, 2, 3, 4. Donc ça compte comme 2, ça je le rappelle. Eh ben, cette partie-là va sortir à l'extérieur pour, ben, on va dire, aller à la rencontre des ennemis qui veulent l'assiéger. En gros, voilà. Donc là, je ne sais pas si j'explique bien. Comme je l'ai dit, les règles, je les commence à les connaître, mais il y a des cas de figure, je peux me tromper. Mais en gros, si toutefois, par exemple, on n'a pas de siège, mais que la seule potentielle action que peut faire cette armée-là, c'est de sortir ou déplacer une unité ou quoi que ce soit, ben, il faut toujours compter qu'on va laisser la moitié des unités au supérieur à l'intérieur de la forteresse pour la garder. Hein, parce qu'on ne peut pas quitter l'ensemble d'une armée, on ne peut pas quitter toute une forteresse pour aller vadrouiller, hein, voilà, vers Edoras, hein, voilà, et laisser ça, parce que derrière, si ça vient ici, boum, ben, les points d'armée les points de victoire qu'auront accumulé les armées de l'ombre étant de 2, ben, vont redescendre. Donc il faut essayer d'imaginer qu'ils capturent une forteresse, ils en laissent la moitié à l'intérieur de la totalité de l'armée présente. Il se peut, alors je ne connais pas encore bien toutes ces cartes, hein, franchement j'en ai lu quelques-unes mais pas toutes, et je suis tombé, je crois, sur un effet de carte qui dit que ben, il faut rentrer en jeu un personnage, soit le roi sorcier, soit Saruman, soit je sais plus qui encore. Il y a le roi sorcier, Saruman, la bouche de Sauron. Ben, dans ce cas-là, on ne va pas mettre en jeu la carte de la bouche de Sauron, mais à la place, pour symboliser ça, on va rentrer le dé qui était censé appartenir à la bouche de Sauron ou à Saruman, de façon à venir renforcer le pool de dés de l'ombre. Voilà, ça c'est important de le savoir. Alors la règle d'or que j'ai mis du deck solo, c'est si un effet de carte est inadapté, voire infaisable, défaussez cette carte et piochez-en une autre. Faites-le jusqu'à ce qu'un effet de carte puisse s'appliquer. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Carte événement stratégie personnage de l'ombre. Laissez ces cartes face cachée devant vous. Alors c'est une préconisation, c'est-à-dire qu'en début on va piocher, voilà, tous les joueurs piochent 2 cartes, l'ombre du Mordor, Lilia pioche 2 cartes et va venir les mettre face cachée. Comme ça, il y aura l'effet de surprise. Hein, et bien sûr avec une limitation de 4 cartes en main. Voilà. Et là vous veillez à équilibrer les cartes, hein, en fonction de comment ça va on va dire se passer au niveau du jeu. Donc ça, après il y a une forme, on va prendre un petit peu entre parenthèses l'aspect joueur humain par moment de l'IA. Hein, voilà. Et potentiellement vous pourrez, pourquoi pas, ça, comme c'est optionnel dans le jeu, déjà, vous pourrez voir si lors d'un combat, vous pouvez jouer une carte de combat des armées de l'ombre. Donc ça, vous verrez. Le but, c'est que de pas trop alourdir le jeu. Hein. Ça, c'est une réalité. Et je ne l'ai pas précisé, je pense pas, mais c'est précisé dans mon fichier ici. Il n'y a pas de restriction au niveau des cartes personnages du peuple libre. C'est-à-dire que vous pourrez faire entrer en jeu Gandalf le Blanc et Aragorn. Voilà. Hein, et puis, vous adapterez en fonction de ce qui se passe sur la table de jeu. Le jeu est quand même riche, un peu complexe. Il y a des toutes petites règles qu'il ne faut pas oublier. Donc forcément, voilà, le but étant toujours de s'amuser. Hein, je vous ai fait aussi un fichier avec tous les tableaux d'allocation, de géolocalisation de toutes les armées éventuellement. Voilà, si on vous dit des armées, déplacer une armée de Sauron ou poser des unités de Sauron sur 2 forteresses, eh ben, moi je sais que Sauron, là j'ai tout mis, et après il faut voir sur le type de G2D que vous tombez. Par exemple, le Moranon est une forteresse, par contre il est clair que j'ai pas intégré les petits patelins, hein, et les villages et les trucs comme ça, parce que comme je vous dis, je ne connais pas assez les cartes pour améliorer ces jets de localisation. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Téléchargez les fichiers, on va passer à la conclusion.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, parce que des fois dans sa tête on est clair, mais quand on sort par le verbe, n'est-ce pas, on a un petit peu du mal. Bon, quoi qu'il en soit, vous téléchargerez le fichier, vous téléchargerez le pack, hein, les 5 decks de cartes à imprimer. Moi je sais que j'ai collé une partie, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai imprimé mes cartes, j'ai pris une feuille cartonnée, j'ai collé une partie de la carte ici, c'est-à-dire une moitié, parce que vous avez remarqué que dans l'impression, vous avez le dos et la face de la carte, donc vous pouvez les plier sur elles-mêmes ou éventuellement les plier sur elles-mêmes sur, on va dire, un support cartonné, de façon ensuite à les sliver. Hein, vous avez remarqué également que j'ai respecté le mode tarot, hein, du jeu. Quoi de neuf? Je tiens à vous préciser que ça va potentiellement pas être parfait. Je connais pas encore bien le jeu non plus. Mais c'est vrai que des fois on peut jouer dans sa tête et s'imaginer des situations. Et par contre, la prochaine fois, si vous le désirez, c'est ce que je compte faire, c'est faire une partie crash test du mode solo pour voir à quel problème je suis confronté et réaliser une mise à jour éventuelle du fichier et en fonction aussi de vos retours. Voilà, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, je compte aussi sur ma communauté pour me faire des retours sur leurs tests. Bon, c'est pas un jeu que je vais ressortir toutes les semaines, hein, parce que quand vous jouez 2 ou 3 heures, moi je me suis tapé plus de 50 heures de vidéo pour commencer à assimiler les règles. Donc voilà, il y a entre regarder une partie et la jouer. Et là, c'est pas évident. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça a le mérite d'exister. Donc je remercie encore les traductions de Guillaume et les créateurs de ce mode solo qui ont pu faire naître, par mon adaptation et quelques modifications, un mode en français qui j'espère vous plaira. Faites-moi des retours, ça a été un gros boulot, je ne vous cache pas. En attendant la partie crash test dont j'initierai, je préparerai, parce que là il va me falloir sûrement 2 caméras, parce que le plateau est tellement grand qu'on ne verra pas tout. Mais je vais me débrouiller et puis on se retrouvera très bientôt. Allez, ciao!